on est des militants syndicaux, je veux dire. C'est rien que ça qu'on a à faire. Ça veut dire que c'est une chose qu'on doit faire, je veux dire. On continue avec la désormais fameuse chronique juridique de Richard Alexandre. Richard Alexandre, bonjour. La pression est ma foi extrême aujourd'hui. Bon matin, chers auditeurs et auditrices. Donc aujourd'hui, j'ai tenté de faire l'impossible, c'est-à-dire une chronique juridique qui aura pour objectif de faire un récapitulatif de l'année 2015 d'un point de vue juridique. La question que je me pose est assez simple, c'est à savoir est-ce que c'est une grandiose cuvée ou plutôt des cadeaux empoisonnés? Donc la première décision que je vais étudier avec vous est Saskatchewan Federation of Labour contre Canada, qui a été rendue le 30 janvier 2015 par la Cour suprême du Canada. Elle est super importante, cette décision, tout simplement parce que c'est la première fois que l'on reconnaît que le droit de faire la grève est constitutionnel. Les faits de cette affaire sont assez simples. Le 14 mai 2008, l'Assemblée législative de la Saskatchewan a adopté une loi limitant le droit de grève des fonctionnaires provinciaux dont les tâches sont considérées comme des services essentiels. Par exemple, dans les hôpitaux, des fois aussi dans la fonction publique, par exemple la voirie, etc. Donc, pour les personnes qui travaillent dans les services essentiels, il devient impossible, illégal de faire la grève. Donc, dans cette décision, la Cour suprême du Canada a déclaré finalement que cette loi était invalide car elle portait atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour suprême a interprété le droit de faire la grève comme étant intégré au droit à la liberté d'association qui est énoncé, lui, à l'article 2 de la Charte canadienne. Pour la juge Abella, sans le droit de grève, le droit constitutionnel de négocier collectivement perd tout son sens, qu'elle dit. Il permet aux travailleurs et aux travailleuses de s'unir pour participer directement au processus de détermination de leur salaire, de leurs conditions de travail et des règles qui régiront leur vie professionnelle. Pour la Cour suprême, la grève se veut une affirmation de la dignité et de l'autonomie personnelle des salariés. Son application ne peut qu'être limitée dans le cadre raisonnable d'une société dite libre et démocratique. La deuxième décision analysée est celle rendue le 9 février 2015 par le juge Randall Richmond de la Cour municipale de Montréal. Les faits de cette affaire sont aussi assez simples. Le 22 mars 2013, 245 personnes ont été arrêtées en vertu du règlement P6 qui limite le droit de tenir des manifestations sur l'île de Montréal. Elles ont reçu une contravention pour avoir enfreint l'article 2.1 qui oblige de divulguer l'itinéraire d'une manifestation. Dans sa décision, le juge Richmond a décidé de faire tomber les contraventions pour diverses raisons. D'une part, le juge a convenu que l'article 2.1, donc celui en vertu duquel a été émis la contravention, ne fait que créer l'obligation de divulguer sans interdire la participation à une manifestation dont l'itinéraire n'aurait pas été annoncé. Ce qui fait en sorte que les 245 personnes qui participaient n'étaient pas coupables de ne pas avoir divulgué à proprement dit. Aussi, le juge conclut que les agents du SPVM ont eux-mêmes violé la loi car ils ont falsifié les constats d'infraction. En les signant, les agents attestaient sous serment avoir été témoins des agissements prétendument illégaux, alors que plusieurs des contraventions avaient été signées par des agents qui ne se trouvaient pas sur place au moment des manifestations. Donc, signent, attestent, mais finalement n'étaient pas là, ce qui est un mensonge. Les conséquences de cette décision furent majeures, car ce sont 2000 poursuites en vertu du même règlement qui ont été finalement abandonnées par la Ville de Montréal. Troisième décision, le marathon continue. 12 novembre 2015, après plus de 4 ans de lutte juridique, le juge Guy Cournoyer de la Cour supérieure a donné raison à des manifestants et des manifestantes qui contestaient la validité constitutionnelle de l'article 500.1 du Code de la sécurité routière. Ces personnes avaient été arrêtées le 15 mars 2011 lors de la manifestation annuelle contre la brutalité policière, car elles avaient entravé la voie publique dans une action concertée, sans autorisation préalable d'une autorité publique. Le juge conclut finalement que sous sa forme actuelle, l'article 500.1 brime le droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique, tous deux prévus dans la Charte canadienne des droits et libertés, et que cette atteinte ne peut se justifier dans le cadre d'une société dite libre et démocratique. Pour en arriver à cette conclusion, le juge Cournoyer a reconnu que le droit de manifester était protégé par la Charte canadienne des droits et libertés, en soulignant, et je cite, que l'importance de la manifestation découle de l'absence de moyens efficaces pour se faire entendre. Toutefois, ce n'est pas l'atteinte au droit de manifester à proprement dit qui a mené à l'invalidation de l'article 500.1. Il s'agit plutôt du fait que sous sa forme actuelle, il donne l'article 500.1 un pouvoir arbitraire et absolu aux forces policières pour autoriser la tenue d'une manifestation. C'est inconstitutionnel. Ce qui est donc inconstitutionnel dans l'article 500.1 est l'absence d'encadrement légal du pouvoir d'autorisation et discrétionnaire des manifestations détenues par les forces policières. Encore une fois, ce sont plus d'1 millier de personnes qui ont vu leur poursuite interrompue suite à cette décision.
Maintenant, et pour terminer, quelques critiques à énoncer. En général, tous ces jugements ont une chose en commun. Entre les faits à leur origine et les décisions, au moins 3 années se sont écoulées. Ce sont des délais qui sont majeurs. Ainsi, si on se fie qu'au pouvoir des tribunaux afin de faire valoir une revendication, il existerait un risque important de démobilisation au fil du temps. Ensuite, les exigences du système juridique sont telles qu'on ne peut faire abstraction de l'investissement majeur en argent et en temps que représente la défense d'une cause dans les tribunaux. Finalement, et plus fondamentalement, je crois qu'il faut être lucide quant au potentiel transformateur de ces décisions. Chacune des 3 amène des conséquences qui sont positives à court terme, que ce soit de limiter les atteintes au droit de faire la grève ou de manifester. Mais dans les 3 cas, on doit aussi se poser des questions plus fondamentales. Qu'est-ce qui est reconnu? Est-ce le droit de faire des grèves sauvages hors des périodes de convention collective? Est-ce le droit d'organiser des manifestations spontanées et perturbatrices sans même avoir averti les autorités politiques? Dans les 2 cas, je ne le crois pas. Car le droit a d'abord pour fonction sociale de reproduire le statu quo, pour s'assurer que le capitalisme continue à exploiter, que les boss continuent à s'enrichir et que les élites continuent à dominer. Des fois, le droit nous laisse des petites fenêtres d'opportunité, mais celles-ci ne sont jamais très larges. Alors, la question qui tue, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Merci beaucoup Richard, je ne vais pas y répondre, mais te citer, lors de la dernière émission, tu nous disais avec une terrible justesse que le droit, selon toi, pouvait être considéré éventuellement comme un bouclier, mais jamais comme une arme. Effectivement, et je pense qu'on peut le voir avec, entre autres, la décision 500.1 où non seulement on a voulu défendre des personnes qui ont été arrêtées lors de la manifestation du 15 mars 2011, mais on a voulu aussi pousser encore plus loin en faisant reconnaître l'existence du droit constitutionnel de manifester. Or, la conséquence a été, à mon avis, d'une certaine façon dramatique parce que oui, on l'a reconnu, mais en même temps, on est venu dire qu'une limite raisonnable au droit de manifester serait le fait de prévoir un régime d'autorisation des manifestations qui pourrait impliquer la divulgation de l'itinéraire. Donc, d'un côté, on a obtenu un gain, mais de l'autre côté, je crois que les pertes furent majeures. Donc la réponse à ta question, le jeu en vaut-il vraiment la chandelle, pourrait être un gros oui, mais. Effectivement, et le mais serait probablement en gras, en italique, en souligné et tout le kit. Italique.